les acquis sociaux, ils ne sont jamais acquis. Là où on demande plus de travail, on va en général rogner sur les droits humains. C'est marrant quand on parle en général de transparence pour que les consommateurs comprennent tout ce qui se passe dans le processus. En fait, on est dans une transparence parfaite puisqu'on ne voit pas le travail qui existe, qui est là, et on ne voit pas la souffrance qu'il peut y avoir derrière ce travail. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cette deuxième table ronde, ou plutôt conversation à multiples intervenants. Notre thème aujourd'hui, c'est les droits humains dans l'industrie textile. Je trouvais que c'était la logique totale après la première table ronde sur la RSE. Les droits humains, ça paraît un sujet simple et géré. J'ai regardé un peu, alors la plupart des États, par exemple, sont membres de l'ONU, donc ils adhèrent tous à la Déclaration des droits de l'homme. Mais si l'application de cette déclaration était si simple et assurée, Fashion Revolution n'existerait pas aujourd'hui. Et donc on a Catherine Doriac qui est présidente de la Fashion Revolution France avec nous. Bienvenue. Bonjour Elsie. Bonjour. Nous n'aurions pas non plus le livre noir de la mode écrit par Audrey Millet, sorti en mars 2021 aux éditions Les Pérégrines, qui est aussi donc avec nous. Bienvenue Audrey. Merci Elsie, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes. Et j'ajoute que donc tu es historienne et chercheur à l'université d'Oslo. Et puis bien sûr, nous n'aurions pas l'ONG Justice in Fashion. Aujourd'hui, donc Marie Wattier, que vous avez aussi entendu sur Qu'est-ce que la mode, elle est présidente du secteur Amérique du Nord. J'ajoute un point très important, merci de braver les 9 heures de décalage horaire pour enregistrer cet épisode ensemble, Marie, merci. Merci à toi et bonjour à toutes. Merci d'avoir répondu présente pour cet épisode qui clôture cette saison 3 déjà. Comme je le disais, après une première table ronde sur la RSE, on a pu constater justement avec ces invités-là qu'il y avait des actions pour l'environnement très concrètes qui se multipliaient et qu'une partie des acteurs de l'industrie textile recherchent et développent des vraies solutions qui ralentissent le changement climatique. Et puis ces impacts en fait de l'industrie textile sur l'environnement sont visibles. Ils sont positifs ou négatifs et puis ils sont mesurables. Donc grâce à des indicateurs d'impact environnementaux, puis ça nous aide à encourager, à stopper certaines pratiques. Mais qu'en est-il du côté humain ? Et c'est pour ça que j'ai invité Catherine, Audrey et Marie pour nous introduire sur ce thème. Donc c'est parti pour un contexte général et historique. On va s'adresser à l'historienne Audrey. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit contexte sur ce sujet ? Oui, bien sûr, merci Elsie. Eh bien, c'est pas très réjouissant en fait, ce contexte historique. On va commencer par le 19e siècle parce qu'on va pas se faire l'Empire romain. Techniquement, au moment où on a commencé véritablement à mondialiser les flux, le commerce de textiles, de civilisation matérielle en fait, de tout produit, on a eu besoin d'énormément de personnes dans des structures concentrées qui mettent leur savoir-faire, leur technique, leurs petites mains au service finalement des populations, au service du contexte, au service du capitalisme. On en arrive à quoi en fait à partir du XVIIe siècle on se retrouve déjà avec des centaines de femmes, bien entendu, qui cousent, qui préparent, qui fabriquent les uniformes pour les marins et les soldats qui partent à travers le monde. Donc, l'industrialisation, la fabrication en série est complètement connectée avec la colonisation. Au bout de 2 siècles, on a quand même des populations qui commencent à se plaindre de cette misère, de ces maladies,
Notamment, on a beaucoup de sources sur l'Europe occidentale, bien entendu, puisque ce sont les Prums à matérialiser ce capitalisme dans des usines. On assiste à des émeutes. La première émeute véritablement d'ouvrières qu'on connaît, c'est celle des ouvrières en châle à Paris en 1831 déjà. Quelques années plus tard, on a Thomas Hood qui écrit un merveilleux poème en 1943, The Song of the Shirt, qui explique à quel point on peut transpirer de cette misère. Et souvent, les premières personnes, les premiers ouvriers qui se lèvent et qui vont se battre, ce sont les femmes, car elles sont en première ligne de toutes ces difficultés. Alors, se battre, c'est bien, il le faut, ça commence à mettre les questions sur le tapis. Les États commencent à réagir quand même parce que cette misère, en fait, elle entraîne aussi des maladies. Donc, ça crée des problèmes sanitaires. Je n'ai pas envie de vous dire qu'ils veulent sauver les gens, mais ça crée des problèmes sanitaires, notamment dans ces lieux complètement de misère, ces usines. Donc, on a beaucoup d'enquêtes sur le travail, notamment celle de Villermé au XIXe siècle, mais aussi celle de Frédéric Lepé, qui sont très, très importantes. Et on commence à avoir des enquêtes de personnes plus scientifiques afin d'améliorer la condition de ces classes, je mets bien des guillemets, considérées comme inférieures. C'est à ce moment-là que des réglementations dans le textile arrivent. On en a pour la manufacture de filature et de tissage d'Essonne dès 1828. Vous voyez, c'est pas hier, et on est toujours en train de parler de ça. Donc 2 siècles, il y a un gros problème. On a aussi les lois de 1841 sur le travail des enfants, bien entendu, des rapports réguliers sur le travail des enfants en Angleterre aussi en 1942, des commissions. Vous connaissez la série des commissions ? Parce qu'on crée une commission pour une sous-commission qui va sous-commissionner à une autre commission. C'est ça le principe. Donc ça n'avance pas beaucoup, mais on commence à mettre en place des lois, à limiter le temps de travail. Alors le textile va aussi être influencé, ces règlements-là, par d'autres lois. Là, tous les secteurs en fait sont concernés, notamment les lois sur le travail des enfants et des femmes dans les mines. Pour quelles raisons à l'époque victorienne, donc second 19e siècle, on va limiter le travail des enfants dans les mines ? Eh bien parce qu'ils sont nus. Ils sont nus, pourquoi ? Parce qu'il fait très chaud. Donc c'est bien la pudeur victorienne qui ne veut pas voir des enfants à poil, qui va limiter. Donc c'est pas du tout un acte d'amour. Et pour finir un petit peu ceci, j'aurais voulu vous lire un extrait de 1838 de Mélancolia de Victor Hugo. Donc alors je suis désolée, je vais charcuter Hugo sans doute. Hugo qui prend un parti et fait et cause contre le travail des enfants. C'est vraiment Mélancolia, son œuvre la plus marquante en la matière. Il s'occupe déjà aussi du travail des enfants, on le sait très bien dans Les Misérables, et il défend le principe de l'éducation des enfants pour les faire sortir de l'exploitation du travail. Donc je vous lis juste quelques lignes, vous aurez le plaisir de le retrouver partout sur Internet. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre. Monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre, innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Malheureusement, nous sommes en 1838 et aujourd'hui nous sommes en 2021. Merci pour ce contexte historique qui nous montre que on passe le temps, mais la situation ne change pas. Catherine, justement, Audrey nous a parlé de quelques événements qui ont marqué l'histoire. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire plus ? Quels événements ont secoué particulièrement l'industrie textile ? Alors, avant de parler des événements qui ont secoué l'industrie textile, je voulais rebondir sur ce que Audrey vient de nous raconter à propos du travail des enfants, puisque il y a 2 jours, il y a 2-3 jours, on a fêté la journée internationale contre le travail des enfants, qui est un de nos sujets majeurs, à côté du travail forcé, évidemment. Le travail des enfants dans le monde, c'est des chiffres absolument effroyables. On s'est rendu compte, en fait, avec la crise Covid,
que ce travail ce travail forcé des enfants avait été multiplié par 2 depuis la dernière décennie. Aujourd'hui, 152 millions d'enfants seraient astreints au travail forcé dans le monde. 72 millions d'enfants exercent des travaux dangereux. C'est des chiffres absolument incroyables. 4 millions 3 d'enfants sont assujettis alors au travail forcé en Asie et en Afrique. C'est vraiment les deux points les plus saignants du globe, hein, j'ai envie de dire. Tout ça pour dire que oui, effectivement, depuis 2, 3, 4, 5, 6 siècles, les enfants continuent de travailler. Pour répondre à ta question sur les gros événements du XXe siècle, moi j'ai envie de parler du Rana Plaza, parce que le Rana Plaza, c'est l'événement dont Fashion Revolution est issu, Fashion Revolution a été créé en Angleterre le jour de cet effondrement calamiteux qui est un Titanic de la mode, 1300 morts, 2500 blessés. Là, je crois que ça a été, d'abord, c'est un des événements les plus meurtriers de l'histoire du textile, encore à ce jour, hein. Et ça a été un coup de tonnerre, hein, dans l'industrie de la mode. Alors 2013, ça fait 8 ans. Les choses ont changé depuis, pas vraiment, un peu. Il y a eu des prises de conscience. Malheureusement, on a eu plusieurs crises successives depuis 2013 qui ont un peu balayé cette prise de conscience. Ensuite, il y a eu 2018 qui est une année en fait où l'industrie textile se réveille avec les grands groupes, hein, le VMH, Kering. Ils sont déjà sur les sujets de la RSE depuis plusieurs années, mais bon, il y a eu le pacte, le fameux pacte du G7. On voit que les politiques commencent à s'intéresser de près à ces sujets, peut-être un peu poussés par les consommateurs qui commencent eux aussi à se réveiller largement. L'année 2020 a été un énorme révélateur de tous ces problèmes et tous ces soucis. Maintenant, on est alors je rigole pas, hein, mais je suis ironique, hein, en disant ça, parce que évidemment, tout le monde se réveille, mais on n'a jamais eu autant de greenwashing en fait dans l'industrie de la mode. Même s'il y a des solutions qui sont mises en avant, même si on commence à parler de salaire vital, même si les gens ont entendu parler enfin des Ouïghours, hein, le problème ouïghour, il n'est pas apparu en mars 2020, hein, un problème de plusieurs décennies, c'est un problème systémique, le travail forcé, l'esclavage moderne, on peut l'appeler comme on veut avec des jolis noms d'oiseaux, ça reste quand même un scandale absolument terrifiant et contre lequel aujourd'hui on ne peut plus fermer les yeux. On peut plus fermer les yeux sur ces histoires-là. Aujourd'hui, la responsabilité de chacun est vraiment de s'informer, de suivre les associations. Il y en a beaucoup. Il y a des ONG, il y a des associations, il y a des collectifs, hein, qui parlent de tous ces sujets. Je ne peux faire qu'un constat absolument désastreux de toute cette industrie qui continue à polluer, qui continue à asservir et à asservir nous-mêmes en tant que consommateurs aussi. On est asservis par les marques, hein. Mais merci Catherine de nous rappeler la réalité. Comme je le disais durant notre interview, enfin l'interview que j'ai faite avec Audrey pour présenter son livre, c'est si on ne fait pas face à la réalité, on ne peut pas réagir. Et on en discutait aussi Marie ensemble, c'est que il faut qu'on ait cette réalité en face. Émotionnellement, oui, on soit saisi, mais que ce soit une vraie prise de conscience et ensuite de directement passer à l'action. Parce que comme tu le dis, Catherine, et comme tu l'as fait remarquer sur ces 2 siècles derniers, Audrey, rien ne changera. Mais du coup, je veux donner aussi la parole à Marie. Justement, aujourd'hui, donc quelle loi aussi? Donc, on passe de l'émotionnel, la conscience, au juridique. Quelles lois ont marqué l'histoire des droits humains aussi? Lourde tâche que de ramener un peu de positivité là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon, mais c'est vrai, il y a quand même des choses qui se passent. Notamment, Catherine mentionnait très justement le greenwashing. On a quand même des outils contre ça, alors qui font tout juste, qui sortent tout juste le bout de leur nez. Mais on a quand même en 2017 le vote de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises en France, qui est entrée en vigueur donc en 2019. Il y a quand même eu des actions depuis qui ont été menées. Pas tant que ça dans le secteur de la mode. Je sais que par exemple, dans la cosmétique, Yves Rocher n'a pas encore publié son plan de vigilance, donc je les appelle gentiment à bien dire ce qu'ils font pour prévenir les atteintes à l'homme.
et à l'environnement, à l'homme avec un grand H, l'homme et aux femmes notamment, surtout pour le secteur de la mode. Donc c'est une loi qui fait rentrer la RSE dans un domaine juridique défini et qui permet d'avoir des réponses aussi pour tout manquement. Alors, elle est limitée. Donc, pour un petit rappel sur la loi sur le devoir de vigilance, c'est une loi qui s'applique aux entreprises de plus de 5 000 salariés sur le territoire français ou plus de 10 000 dans le monde. Donc, les entreprises ont une obligation d'élaborer, de publier et de mettre en œuvre des mesures pour prévenir les risques d'atteinte aux droits de l'homme ou à l'environnement sous la forme d'un plan de vigilance. Toute personne ayant un intérêt à agir peut mettre en demeure une entreprise qui n'aurait pas établi de plan de vigilance ou dont le plan de vigilance ne serait pas suffisant. Sur les 2 dernières années, là, depuis que la loi est rentrée en vigueur, on a eu 11 entreprises qui ont été assignées en justice. Dans ce cadre de figure, ce sont les associations en fait qui font le travail, puisque ce sont les associations qui vont chercher les informations et après assigner en justice les entreprises en tort. Alors il y a des petits défauts à cette loi, enfin des choses qui sont encore à déterminer, mais il y a la question du tribunal compétent pour rentrer un peu dans le dur du sujet juridique. Bon, je fais une petite parenthèse sur un cas qui s'est présenté il n'y a pas assez récemment sur Total. Donc on n'est pas dans la mode, mais donc Total a été assigné en justice pour ses exactions en Ouganda, et le tribunal judiciaire a décidé qu'il n'était pas compétent et donc a déféré le procès au tribunal de commerce. Ce qui repousse le problème à un problème commercial, alors qu'on est quand même sur des problèmes du respect des droits humains et environnementaux. Et donc, on est encore sur du tâtonnement, en tout cas, sur la question de la compétence judiciaire et du tribunal. Et là où c'est encore plus difficile, c'est qu'il faut pouvoir prouver un lien de causalité. Et pouvoir prouver un lien de causalité entre un plan de vigilance et un manquement du plan de vigilance et ce qui est fait sur le terrain, c'est en fait assez compliqué. On va extrapoler, on va faire des suppositions. Et donc, ça demande en fait énormément de travail pour les organisations, pour les associations, qui en général manquent quand même de moyens et n'ont pas les mêmes outils que pourraient avoir les entreprises. Mmh. Voilà, alors si je veux rebondir sur la question des Ouïghours, qu'on a effectivement abordé très brièvement, il y a en tout cas en France, il y a une plainte récemment de Sherpa, d'éthique sur l'étiquette et de l'Institut Ouïghour d'Europe, et d'une victime aussi ouïghour, qui a poussé donc une plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris pour recel de travail forcé et crimes contre l'humanité. Donc c'est une plainte qui a été établie contre Inditex, et aussi Sandro Hommage et Uniqlo. Uniqlo qui quand même en 2018 se targuait d'avoir du coton ouïghour qui était supposément un coton de très bonne qualité, et donc le mettait bien sur son site internet à l'époque, à retirer bien sûr depuis toute mention de travail ouïghour. Oui. Il est sans doute de très bonne qualité ce coton. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il ne faut pas incriminer le coton lui-même, mais ce qui est fait pour le produire reste de l'ordre de l'esclavagisme. Effectivement, très juste. Le miroir de la qualité est une paillette pour cacher toutes les bassines de sang qui s'en déversent. Exactement. Et c'est vrai que c'est une très bonne question aussi sur la question d'un conflit potentiel entre le droit environnemental et le droit humain. On constate quand même dans certains cas puisque notamment dans la région du Xinjiang, donc là où on exploite les Ouïghours, on parle même de génocide ouïghour. Les gouvernements britanniques et australiens y vont franchement sur la question. On a énormément de coton bio produit dans la région, et on constate qu'effectivement, la culture du coton bio demande plus de travail, et que là où on demande plus de travail, on va en général rogner sur les droits humains. Et on a un conflit potentiel entre l'environnement et les droits humains, et c'est en général assez difficile de faire en sorte de concilier bien les deux, et d'assurer les droits des femmes et des hommes qui travaillent, ainsi que ceux de la planète, et d'assurer notre survie en définitive. Voilà pour un petit tableau des lois récemment de la thématique légale et juridique sur la question de la mode en France. Merci Marie. C'est exactement ça en fait. On parle de RSE et tu as bien noté justement cette tension entre droits humains et droits environnementaux, ou devoirs en fait. Oui, Catherine. Je voulais rebondir, enchérir, parce que effectivement,
Marie vient de nous parler de une ou deux lois et d'une plainte. Mais c'est quand on regarde le travail à faire sur la question, ça laisse pantois quand même. Hein. Là, on a même pas parlé là de salaire vital, qui est un des problèmes les plus importants aujourd'hui, pas seulement en Asie, hein, parce qu'on montre l'Asie du doigt, l'Inde, l'Asie, les pays loin là-bas, les pays du Sud, comme on dit. Mais ici, c'est pareil, hein, au niveau des droits humains, au niveau des salaires minimums, au niveau des salaires vitaux, au niveau de tous les droits qui ont été acquis par le passé et qui sont aujourd'hui remis en question d'une façon ou d'une autre, mais souvent, mais même jusqu'ici en France, le pays des droits de l'homme, hein, on est dans des situations, on est dans une situation dramatique. Effectivement, c'est pas seulement des problèmes du très lointain et voilà, et donc loin des yeux, loin du cœur. De toute façon, tout ça, c'est transparent pour nous. On le voit pas quand c'est marrant quand on parle en général de transparence pour dire à quel point les chaînes de valeur doivent être explicitées, déconstruites pour que les consommateurs comprennent tout ce qui se passe dans le processus. En fait, on est dans une transparence parfaite puisqu'on ne voit pas le travail qui existe, qui est là, et on ne voit pas la souffrance qu'il peut y avoir derrière ce travail. Donc voilà, sur la notion de transparence. Et simplement sur voilà, le fait que ça se passe aussi ici, chez nous. Voilà, moi, je vis aux États-Unis. Récemment, là, il y a eu un projet de loi en Californie, puisque chaque État a ses lois. Et la Californie est le centre de production textile des États-Unis, avec énormément de travail de migrants d'Amérique latine notamment. Il y a une loi qui est en train de passer, qui est en discussion, qui est la SB 62 en français, contre le paiement par pièce. On paye encore les travailleuses à l'unité. On arrive à des coûts unitaires à 2 centimes pièce sur certains produits. Voilà, si on a une idée de ce que c'est que 2 centimes pièce de dollars en plus, donc c'est encore moins qu'en euros. Et surtout, il faut se dire quand même qu'à Los Angeles, un appartement, pas trop mal, une personne va payer, pas trop mal, et encore je dis en banlieue, donc très loin, donc beaucoup d'heures de route, hein, parce que quand même Los Angeles c'est énorme, c'est très étalé. Voilà, un appartement décent, on va être quand même dans les 1500, 2000 dollars par mois. Et on a un salaire horaire, en moyenne, qui a été calculé à 5,85 dollars. Donc, heureusement, là, les autorités ont été saisies et voilà, des choses avancent, des choses bougent. Le Covid a fait un peu l'effet quand même d'un électrochoc sur la question, puisque ça a été tellement dramatique, la sécurité des femmes qui continuent à travailler malgré les restrictions, parce que certains ateliers sont illégaux, c'est de l'illégalité qui est en plein jour. Enfin, c'est une situation qui est assez catastrophique à Los Angeles. Mais donc, grâce aux associations, encore une fois, il y a eu du mouvement et on est donc sur une loi qui va bientôt être promulguée, on l'espère. Los Angeles, Marie, ce que tu dis, c'est ultra intéressant parce que c'est le furoncle, hein, la petite vérole de l'industrie du textile. Les États-Unis avant étaient un pays de fabrication à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et Los Angeles est juste le point le plus pourri du sweatshops. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on analyse les sweatshops en Asie du Sud-Ouest, en Afrique, tout ça, on prend très très peu comme modèle comparatif Paris au 19e. En fait, la base, le modèle, la structure de la misère, ça vient vraiment de Los Angeles. Et d'ailleurs, Forever 21, c'est installé où d'abord? Qui est chinois, Forever 21, excusez-moi. Et ils se sont dit, bon, je vais mettre mon QG à Los Angeles, un truc tout à fait normal. Parce qu'en fait, là-bas, vous avez plein d'ateliers avec du travail illégal, du travail à la pièce, quoi. Le travail à la pièce, ça veut dire, si tu crèves toute la journée jusqu'à minuit à côté de ton petit foyer et que tu fais plus de pièces, tu gagneras plus d'argent dans toute la misère dans laquelle tu es. C'est-à-dire qu'on n'assure même pas le minimum. Si tu fais que 10 trucs, que tu es malade. Tu es malade, par exemple. Tu as une gastro, tu fais moins de pièces. Donc, il n'y a aucune sécurité pour le travailleur. Mais Los Angeles, c'est vraiment le furoncle, quoi. Le furoncle du sweatshops. C'est là-bas que ça se passe. Disons que c'est le plus bel exemple qui a pu inspirer les Chinois, notamment. Ateliers de misère. C'est les ateliers de fabrication de misère. Alors, ces ateliers de misère, ces ateliers de la sueur, comme on veut les appeler,
Ils existent aussi en Europe. Chez nous, on a vu le scandale l'année dernière à Leeds, en Angleterre, avec ces ateliers où les gens n'étaient pas protégés, n'avaient pas de masque, n'avaient pas de gel, vivaient dans des conditions, parfois même dans des caves, tout ça pour fabriquer des vêtements qui sont jetés 3 mois après les avoir achetés. Mais je crois que Audrey a des idées là-dessus aussi. Elle en parle dans le livre noir. Et ça, c'est pas l'oublier, c'est près de chez nous. En Italie, c'est pareil. Il y a des endroits en Italie qui sont dans les mêmes états, souvent des manufactures de produits de luxe made in Italy, tenues par des Chinois. Enfin bon, par des Chinois, je vais pas montrer non plus tout le temps du doigt les Chinois. Enfin, ils sont quand même un peu à la base de beaucoup de choses dans cette industrie textile depuis les années 90. C'est quand même eux qui ont repris la main sur beaucoup de choses. Donc, je sais pas, Audrey, tu peux nous parler un peu de Leeds peut-être, plus en détail? Oui, alors en fait, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de travail. L'Angleterre, c'est pas super. On n'est pas. Enfin, ils sont aussi dans une crise économique et sociale. On peut pas vraiment dire que leur droit du travail est super au top. Tout est cher. Et en fait, on a retrouvé donc et notamment la super marque. Si vous voulez avoir un cancer, n'hésitez pas. Bouhou, qui en fait emploie des gens au noir, sans contrat, sans rien. Et c'est comme ça qu'on peut faire. C'est l'ultra fashion, ça. C'est la nouveauté qui est en plein essor. C'est comme ça qu'on peut repérer une robe sur Internet portée par Kylie Jenner et la voir 48 heures plus tard online. C'est comme ça. Et ces ateliers de misère, ils sont donc aussi à Prato. Il y a eu une enquête, donc Prato, c'est une ville à 20 minutes de Florence, au nord de Florence. Il y a eu une enquête dernièrement. Donc les Chinois sont arrivés là-bas dans les années 80, ont racheté des marques italiennes qui étaient à l'agonie, il faut bien le dire. Prato est une industrie textile historique depuis le XVe siècle, au moins en Italie, mais des marques à l'agonie. Les Chinois ont racheté les marques. Donc par exemple Donna, à consonance italienne, et ont fait venir des migrants et les ont installés là dans des entrepôts. Donc à Prato, on compte 10% de population chinoise. Et il y a eu une enquête dernièrement qui indiquait qu'il y a même une hiérarchie dans la manière de traiter les gens de manière dégueulasse. C'est-à-dire que le chinois est très très maltraité dans ces entrepôts. Il travaille 7 jours sur 7. On lui fait peut-être un contrat au bout de 6 mois. Mais alors l'Indien qui débarque, c'est encore pire. Le Bangladi aussi. C'est qu'il y a une hiérarchie dans le. Alors cette hiérarchie est quand même tout à fait chinoise. Il y a quand même un truc sur les minorités qui est assez profond chez eux, philosophiquement et culturellement parlant. Donc là, c'est la dernière enquête, elle était là. Ça s'arrangeait un petit peu à Prato. Ils avaient même le droit de fêter leur mort un peu culturellement. Ça s'arrangeait, mais apparemment, non, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas du tout. Et c'est la misère. Il y a aussi énormément de maladies. Et on a retrouvé quelqu'un aussi mort de faim au milieu d'un entrepôt. Il travaillait comme un chien, comme un animal, il faut bien le dire, depuis des mois à Prato, par terre, mort de faim. Donc voilà comment ça se passe. Et on est en Toscane, une des plus belles régions du monde, par ailleurs. Et en fait, c'est un peu partout. Et puis on pourrait aussi parler d'Aubervilliers, en barrière de Paris, où on interdit à une population chinoise qui travaille exactement de la même manière que chez eux, dans les ateliers de fabrication, de parler chinois, de prendre des pauses. Voilà. Donc c'est partout. C'est partout et il faut s'en méfier parce que ça nous colle aux fesses, quoi. Ça nous colle aux fesses. Les acquis sociaux, ils ne sont jamais acquis. Alors effectivement, sur la question des... Enfin, tout se passe à côté de chez nous, tout se passe chez nous. Et effectivement, on risque à tout moment de retourner en arrière, quoi. Pour revenir très rapidement à la question de Bouhou, les États-Unis sont sur le point de bannir les produits Bouhou. Enfin, ils arrêtent à la frontière les importations Bouhou pour suspicion de travail forcé à Leicester. Ouais. Et effectivement, et en fait, ils ont utilisé cet outil-là. Ils en usent encore toujours depuis janvier, là, depuis la question, depuis qu'on s'est enfin réveillé sur la question ouïghour. Ils ont banni la totalité des imports de coton et de tomates venant de la région.
Et donc maintenant, voilà, là, c'était en plus très géopolitique, puisque c'est les États-Unis, la Chine, voilà, il y a un passif quand même. Mais de faire la même chose avec un partenaire de longue date, qui est le Royaume-Uni, de dire « Ah non, mais là, en fait, on n'accepte plus vos produits parce qu'on a suspicion de travail forcé », à partir du moment où les puissances mondiales commencent à s'affronter, les puissances mondiales occidentales, surtout ici, commencent à s'affronter, on est quand même sur des rapports de force assez intéressants, qui, moi, me rendent assez optimiste quand même, qui me font voir une lueur au bout du tunnel, même si, effectivement, il faut toujours se méfier. Mais c'est le seul moyen, en fait, c'est le seul moyen. On ne peut pas ouvrir tous les cartons et aller vérifier d'ailleurs s'il y a des produits toxiques, si ça ne le fait pas, quoi. C'est pas possible. Donc ça, c'est la mondialisation. Depuis la fin des quotas, c'est comme ça. Alors, finalement, est-ce que c'est pas c'est pas un quota, mais c'est finalement un retour à ses limites, hein. On a des limites et vos produits, on n'en veut pas. Ça, je pense que ça, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. La France ne se positionne pas trop, hein. Faut bien le dire, quoi. Hein. Je dis ça comme ça, mais bon. C'est un appel. Ah oui, la France, le pays de la mode. Hein. Et des droits de l'homme. Et des droits de l'homme. Voilà. Ça mérite un article, ça. On a déjà le titre. Une de nous, on pourrait l'écrire, c'est vrai. En vous entendant et en entendant ces constats, on pourrait très bien être juste par terre, quoi, et se dire bon, là c'est bon. Y a plus, c'est plus possible, mais comme tu disais, Marie, ça te pousse. Il y a des éléments qui nous poussent vraiment, qui tiennent notre espérance encore en vie. Et parce que je me disais, la Déclaration des droits de l'homme, ça paraît ultra utopique du coup. Pourtant, elle est vieille cette déclaration. Mais en préparant cette table ronde, j'ai réalisé en fait que cette Déclaration des droits de l'homme, c'était plutôt une déclaration de foi. Et c'était de l'ordre de oui, un idéal à atteindre, et donc il faut qu'on puisse continuer d'encourager l'application, la mise en application, et de se dire rien n'est acquis. Je reprends vos termes, rien n'est acquis dans les droits sociaux, et on doit prendre soin des uns des autres, parce que c'est pas comme l'environnement où on voit que la rivière n'est plus transparente et on la voit bleue, rouge, verte. Un être humain, quand il tombe malade, des fois c'est 20 ans plus tard. C'est dans la durée, et c'est pas blanc-noir. On a une psychologie, on a un corps qui réagit de manière singulière tout à chacun, selon la quantité de travail, la pression. Donc, on va terminer cette première partie de table ronde avec cette intention, cet encouragement à être attentif aux uns et aux autres. Et puis, ça commence par nous, les collègues, entre collègues. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, d'auditeurs et d'auditrices qui sont dans le secteur, qui travaillent dans le secteur. Vous êtes stylistes, créateurs, acheteurs, dans l'industrie en tout cas. Prenons soin des uns des autres, et ensuite, justement, on va discuter dans ce second épisode de témoignages d'engagement, donc de Catherine, d'Audrey et de Marie, et aussi comment nous, en tant qu'auditeurs et auditrices, on peut aussi passer à l'action. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis, signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci, et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.